Nous sommes ici chez André Guyot. André Guyot, c'est un nom qui m'a tout de suite dit quelque chose parce que j'avais écouté l'exposé de monsieur André Guyot l'année dernière à la librairie chez Molière. De quoi nous a-t-il parlé? Il nous a parlé du passage de Rimbaud à Charleroi vers les années 1870. J'ai trouvé ça excessivement intéressant. Et donc voilà, qui est André Guyot? André Guyot est licencié de l'ULB et il est actuellement professeur à l'université de Paris à la Sorbonne. Il est spécialisé en littérature du 19e siècle et pour lui, Baudelaire et Rimbaud n'ont presque plus de secrets, André Guyot. Aussi. Ils ont gardé tous leurs secrets, leurs vrais secrets, je crois. Oui, j'aimerais que vous nous parliez du passage de Rimbaud à Charleroi. Vers quelle année? Pourquoi est-il venu à Charleroi? Quel était son ressenti? Quel âge plus ou moins avait-il? Il n'était pas venu à Charleroi la première fois, parce qu'il est venu plusieurs fois. La première fois, il n'était pas venu par hasard. Il était élève au collège de Charleville, qui n'est pas finalement très loin de Charleroi, parce qu'il faut savoir qu'il a fait une partie du trajet à pied. À pied, oui. Et il a eu un camarade, je ne sais pas très bien s'il l'a vraiment bien connu, enfin qui faisait ses études aussi à Charleville, qui était le fils des patrons du journal de Charleroi. Et donc, en tout cas, Rimbaud a su qu'il était le fils d'un directeur de presse. Et il est venu une première fois à Charleroi, comme ça, c'était peut-être pas tellement pour venir à Charleroi, mais parce que c'était un des moyens de rejoindre Paris. C'est ça. On ne pouvait pas traverser, parce que c'était la guerre, on ne pouvait pas traverser directement en passant par Reims. 1870, c'est ça? Oui, 70, 1870. Donc c'est la première des trois guerres. Voilà, c'est ça. Et alors, donc, c'est en août qu'il vient, et... il a quel âge? 16 ans. Oui, oui. Il prend le train de Charleroi à Paris, il a pu acheter un billet jusqu'à mi-parcours, jusqu'à Saint-Quentin. Il a sans doute été contrôlé, on ne connaît pas le détail, mais on peut reconstituer, et il s'est retrouvé interpellé à la gare du Nord, à Paris, et conduit en prison. En prison à l'âge de 16 ans? Oui, bien sûr. Et il a été libéré grâce à son professeur, Voilà. M. Isambard. Il a écrit à Georges Isambard, qui habitait Douai, tout ça dans un périmètre qui n'est pas tellement éloigné, finalement. Et donc Isambard est venu le libérer en payant quelque chose, probablement. Physiquement, il ressemblait à quoi? Est-ce que c'était un gaillard costaud? Oui, peut-être, oui. Mais là, il est à peine adolescent, il n'a pas encore la hauteur qu'il a acquise ensuite. Hein. Non, mais c'est un garçon qui était effronté, qui avait une énergie incroyable et qui devait, non? Oui, puis qui était fugueur. Fugueur, oui. C'est ça qui valorise Charleroi, c'est que c'est une ville de liberté pour lui. En France, c'est la guerre. Il se sent très enfermé à Charleville, enfermé à l'école, enfermé chez sa mère. Son père n'est pas là. Non, son père, je crois qu'il était capitaine d'infanterie et puis il a disparu. Il était militaire, il revenait de temps en temps à Charleville où il avait installé toute sa famille, mais il allait d'une garnison à l'autre et finalement, Madame Rimbaud-Mère, qui avait un solide caractère, dont son fils a hérité, a considéré qu'elle était veuve, quoi. C'est-à-dire que le capitaine Rimbaud ne venait plus. Donc il a connu son père au moment, pour quelques jours, où de temps en temps, il venait en permission, venait passer à Charleville. Il avait des frères et sœurs, 4 ou 5 frères et sœurs. À Charleroi, il s'est sans doute senti bien puisqu'il s'est arrêté à l'Auberge Verte. Voilà, c'est ça. Et il nous en reste d'ailleurs un magnifique sonnet. Oui. Et bon, donc au Cabaret Vert. Au Cabaret Vert, voilà. Et il s'est senti bien parce que dans ce sonnet, il dit qu'il a allongé ses jambes, qu'il a contemplé. Donc voilà, mais c'était quand même un sonnet provocateur. Érotique, vous voulez dire, et plein de sensualité. Oui, quand même. Oui. En fait, il y a 2 sonnets inspirés par ce lieu. Celui qui s'appelle Au Cabaret Vert et celui qui s'appelle La Maline. La Maline, c'est un belgicisme pour maligneux, et c'est la petite jeune fille qui a... Il y a un 3e sonnet qui a été écrit à Charleroi aussi. Un 3e, oui, mais qui ne concerne pas Charleroi. C'est un sonnet qui a été inspiré par probablement, c'est ce qu'il dit en tout cas, par une gravure qui représentait la bataille de Sarrebruck. Une image d'Épinal qui représentait la dernière, ce qu'on considère comme la dernière victoire de Napoléon III sur les Prussiens, la bataille de Sarrebruck, qui a été montée en épingle, qui était une fausse victoire, ou une petite victoire, et Rimbaud, qui était très anti-bonapartiste et contre le Second Empire, voyait là une espèce d'image de propagande et s'en moque donc, dans ce sommet. J'aimerais vous
poser aussi d'autres questions, et notamment, bon, vous savez qu'actuellement en Europe, partout, on essaie de maintenir le patrimoine littéraire. Oui. À Londres, on parle de la fondation Rimbaud-Verlaine, oui. dans la maison où vécurent Rimbaud et Verlaine. À Charleroi, là, dans cet îlot situé plus ou moins place Bouisset, où l'on suppose que le cabaret vert était situé, à Charleroi, voilà, il ne nous reste plus rien, tout est rasé. Quel est votre ressenti par rapport à ça? Oh, ben c'est très triste. C'est très triste. Oui. Oui. Le patrimoine, c'est quelque chose de complexe oui. qui fait intervenir beaucoup oui. de... C'est pas seulement une architecture, une maison, etc. Oui, c'est le passage de voilà, Rimbaud. c'est ça, oui. C'est très triste parce qu'en plus, c'était de belles maisons. Oui, c'était des bâtiments néoclassiques. Oui, il y avait un magnifique hôtel. exactement. C'était l'hôtel de la Renaissance, c'est ça? Et on peut dire, puisqu'il existe une photo avec l'enseigne à la Maison Verte, Oui. selon toute probabilité, elle n'a pas bougé, elle Oui. était là. Il y a une photo. Il existe une photographie qui a été reproduite sous forme de carte postale et qui doit dater du tout début du XXe siècle. On sait que c'était situé là-bas par des documents d'archives dans les années 90, donc de la fin du 19e. Donc c'était le cas. Il l'appelle pas la Maison Verte, il l'appelle le Cabaret Vert, et quand il en reparle plus tard, l'Auberge Verte. Ah oui, c'est Voilà. ça. Et on croit savoir que cette enseigne vient d'une manie très moderne d'ailleurs qu'a eu le fondateur de cette maison, qui consistait à tout colorer en vert. Ah oui. Bon, moi qui suis tout à fait néophyte, parce que Karine Rimbaud, ça la travaille depuis un bon bout de temps, mais Rimbaud, c'est un nom, je dirais presque universellement connu, en tout cas en francophonie. Est-ce que de son temps, on le connaissait? Non. Donc c'est très curieux, c'est un peu comme Van Gogh, quoi, de son camp. Donc à partir de quand est-ce que Rimbaud est devenu une célébrité? Il y a eu plusieurs étapes. Le déclic de la vraie célébrité, c'est Verlaine qui l'a donné. Parce qu'après la disparition de Rimbaud, quand Rimbaud a quitté l'Europe pour aller travailler en Afrique, À l'âge de 20 ans, à l'âge de 20 ans, il est parti. Non, alors, il a cessé toute activité littéraire à l'âge de 20 ans. Donc en fait, En 74 à peu près, donc il est né en 54, mettons qu'en 74, c'est fini, à peu près. Et illustrement inconnu. Illustrement inconnu, sauf de quelques milieux parisiens. Mais c'est pas à ce moment-là qu'il est parti, il est seulement parti en 80. Et il y a d'ailleurs 5 ou 6 ans très mystérieux, on sait qu'il a beaucoup voyagé en Europe. Dans toute l'Europe, partout. Suède, En tout cas, Autriche, partout. Si j'ai bien retenu, il apprenait toutes les langues. Il en apprenait beaucoup. Il a moins voyagé vers le sud. On sait qu'il est allé quand même un petit peu en Italie. Il a appris l'espagnol pour aller en Espagne. Il semble qu'il ne soit pas allé en Espagne finalement. Mais il change beaucoup d'avis. Et son vrai départ, c'est quand il a pris le bateau et qu'il a décidé de s'intéresser. À Java. Oui, il est d'abord allé à Chypre. Oui. Il a travaillé un certain nombre de mois à Chypre. Oui, l'année du centenaire de Rimbaud, en 91, il y a eu un grand colloque à Chypre. Il a même été dans l'armée hollandaise. Oui. Il a été à Batavia. Oui. Alors ça lui a fait connaître les mers. Et finalement, donc c'est de Chypre qu'il est parti vers l'Afrique et qu'il est entré en contact avec un entrepreneur. C'était l'Éthiopie à ce côté-là. Il faisait du trafic. Oui, c'était la région, c'est ce qu'on appelle le Harar, c'est là qu'il a le plus vécu. Oui. Au Harar, dans la ville de Harar, qui existe toujours. Et c'est grâce à Verlaine, parce que Verlaine a publié son œuvre. Verlaine donc, a publié quelques articles monographiques sur Rimbaud, et en faisant paraître chaque fois des textes de lui, des poèmes de lui. Donc en gros, on peut dire qu'il a été un poète pendant 5 ans, illustrement inconnu, et que par la suite, à partir de quand est-ce que c'est vraiment devenu un nom très important? C'est assez lent. C'est grâce à la nouvelle génération d'écrivains qui s'intéressent à lui. C'est-à-dire la génération de Claudel, et Claudel surtout. Il raconte qu'il s'est converti en lisant Rimbaud. Ah bon? Oui, bien sûr. Oui. Donc Arthur Rimbaud est passé notamment à Bruxelles. Il était en amitié, entre guillemets, avec Verlaine. Vous savez nous dire quelques mots à ce sujet-là, leur amitié? Ils étaient à Bruxelles, pourquoi faire? Je vous écoute. C'est la grande affaire, c'est le drame. C'est le drame, on ne connaît pas tout. Hein. Non. Un drame apparemment passionnel. Ils étaient amoureux l'un de l'autre. C'est plutôt Verlaine qui était amoureux de lui, je pense. À un certain moment, oui. En tout cas, si vous voulez, il est venu de Charleville appelé par Verlaine. Ah, c'est ça. Oui, il y a un intermédiaire entre eux, parce que Verlaine passait des vacances dans la famille du côté de sa mère, dans les Ardennes belges, donc pas très très loin de Charleville. Et donc un contact a été pris entre eux, puis Rimbaud a envoyé des lettres et des poèmes
à Verlaine, qui était quand même sa manière de montrer ce qu'il était. Hein. Et Verlaine l'a invité à le rejoindre à Paris. Il serait manqué d'ailleurs à la gare parce qu'ils sont passés l'un sans se reconnaître. Et Rimbaud est allé directement là où habitait Verlaine, c'est chez les beaux-parents de Verlaine. Verlaine était marié. Et bon, il y a eu sans doute quelque chose de passionnel. Ils sont partis ensemble vers l'Angleterre. Ouais. Tout ça. Puis il y a eu des drames, des séparations. Verlaine est venu à Bruxelles, Rimbaud l'a rejoint, et là il y a eu un drame en présence de la maman de Verlaine qui était venue, qui avait peur. C'était en quelle année ça, plus ou moins 73, donc 73, oui, c'est ça, oui, c'est juillet-août, si vous voulez, le drame. C'est en juillet donc que ça s'est passé. Verlaine qui était ivrogne et ivre. Ce matin-là, est allé acheter un revolver. Mais il voulait se suicider, Verlaine, non? Ben, c'est ce qu'il disait, oui, en tout cas, c'est l'argument qu'il a... Oui, un couple amoureux, quoi. Quand tu me quittes, je me suicide, quoi. En prison, et qu'il y a eu un procès, parce qu'il avait tiré sur Rimbaud, mais... J'ai acheté un pistolet. Pourquoi faire? Pour toi, pour moi, pour tout le monde. J'espère que t'as pris beaucoup de munitions. Je ne te laisserai pas partir, tu sais. Voilà un numéro tout à fait distrayant et que nous ne connaissions pas encore. Je vais te tuer! Bon sang, reprends tes esprits, tu es ridicule. J'ai lu ta lettre. Tu me suppliais de revenir. Tu disais que tu pleurais en l'écrivant et j'ai vu tes larmes sur le papier. Ça, c'était avant que je mette tes affaires en clou. Je pense que c'est assez simple, Rimbaud voulait partir, le quitter, et donc ça, il a tiré dessus. Heureusement, il l'a pas vraiment... À la main, je crois. Hein. Oui, il l'a pas vraiment. Il y a eu 2 balles, l'une qui s'est fichée quelque part dans le bas du mur de la chambre où ils habitaient dans un hôtel dans le centre de Bruxelles, et l'autre qui a atteint Rimbaud au poignet. Bon, il a fallu donc l'intervention d'un médecin et puis d'un chirurgien pour extraire la balle, donc ça n'a pas été rien, c'était un traumatisme. Oui, à l'époque, oui. Et à un moment où Rimbaud partant vers la gare, Verlaine le menaçait à nouveau, semble-t-il, il a pris peur, il s'est adressé à un agent de police, et à ce moment-là, bon, l'engrenage policier et judiciaire... Mais il a fait 18 mois à Verlaine. Oui, c'est ça. Il a été à la prison des Petits Carmes à Bruxelles et puis à Mons. Vous m'avez dit qu'en fait, il avait fini sa vie de manière très pépère, en quelque sorte. Après avoir été un cheval fou dans sa jeunesse... Apparemment, il a mené une vie de colon ou de commerçant dans l'Afrique et l'Asie proche de l'Afrique, dans la corne d'Afrique, là, dans l'actuelle Éthiopie, assez normal, en essayant de gagner des sous en faisant différents commerces. Et c'est parce qu'il était malade. Est-ce qu'il a été sage? J'en sais rien. Ah oui, non. Il est mort de quoi? D'un cancer. Oui, il a été amputé. C'est parce qu'il était malade qu'il est revenu sur Marseille. Il s'est déclaré au genou, oui, c'est ça. Il s'est déclaré au genou qu'il a fait longtemps souffrir, sans qu'on interprète bien ce qu'il avait, et puis il s'est fait rapatrier en construisant lui-même sa civière et en payant des porteurs. Ouais, c'est ça. Il a pris le bateau jusqu'à Marseille, et de Marseille, à Marseille, il était amputé. Et puis, il a encore passé quelque temps dans la ferme de la famille, là, à Roche, dans les Ardennes, pas très loin de Charleville, enfin, à 40-45 minutes de Charleville, quand même. Et c'est surtout sa sœur qui s'est occupée de lui à ce moment-là. Qui s'est occupée de lui, qui a fait un beau portrait au crayon de lui à ce moment-là, Rimbaud mourant, quoi. Et puis, il est retourné se faire soigner à l'hôpital de la Conception, donc à Marseille, où il est mort. Voilà, donc c'est tragique ça, hein. Il a énormément souffert, il n'y avait pas les moyens maintenant qu'on a maintenant d'abréger les souffrances ou de limiter les souffrances, et donc c'était un martyr affreux.